Donc, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur le Lean Management appliqué au service. L'objectif ici, ça va être de voir que le Lean n'est pas uniquement fait pour l'industrie, mais on va voir ça dans les slides qui suivent. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Paul Jette, ça fait maintenant depuis 2011 que je suis chez Opera et Partners, chez qui je suis également partenaire. J'ai fait mon apprentissage du Lean chez Fujitsu, qui est une boîte japonaise, et au fur et à mesure des années, ils ont commencé à nous distiller des messages qu'on ne comprenait pas très bien au début, jusqu'au moment où ils nous ont dit, en fin de compte, ces messages, c'est du Lean, et ils nous disaient qu'il fallait se mettre dans la peau du client, qu'il fallait s'intéresser à la satisfaction du client, à toujours livrer de la qualité. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de formations au sein de cette entreprise qui m'ont beaucoup intéressé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rencontrer Marie-Pia Ignace, qui est la fondatrice d'Opera et Partners, et que j'ai rejoint ensuite parce que l'entreprise correspondait à mes valeurs. Je suis beaucoup intervenu au niveau international sur des projets dans le milieu de la banque, l'assurance, également l'industrie. Et je fais aussi beaucoup de coaching individuel pour une start-up de développeurs informatiques. Donc, c'est un panel d'intervention assez large, avec toujours un focus sur l'être humain et comment est-ce qu'on peut l'aider à se développer et également, par son développement, améliorer la qualité des livraisons et contribuer également au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc voilà une petite présentation rapide. Ce que je voulais vous passer un message également avant de commencer, c'est que si vous avez des questions, je pense que je m'arrêterai aux alentours de 12h25 par là et je prendrai un certain nombre de questions. Vous pouvez me les envoyer dans la section converser et j'essaierai d'en prendre quelques-unes et sinon j'essaierai de répondre par mail, soit sur LinkedIn ou un autre moyen. Vous avez également mes coordonnées à la fin de la présentation sur le dernier slide. Sinon, ce n'est pas compliqué, c'est paul.jet@operaepartners.com. Donc, qu'est-ce que le Lean? Le Lean, il a été découvert, on peut le dire, par Toyota. Et avant de se lancer dans l'automobile, Toyota était une entreprise connue pour ses métiers à tisser. Et afin d'automatiser un peu le process et pas se retrouver bloqué à chaque fois qu'un fil cassait, ils ont eu l'idée justement de créer un métier à tisser qui, dès qu'on a un défaut dans la production s'arrête pour qu'on puisse réparer un fil et ne pas gâcher toute une partie de cette production-là. L'objectif était bien sûr d'arriver à séparer l'homme de la machine, ne plus faire en sorte que l'homme soit l'esclave de la machine, mais que la machine soit au service de l'homme et qu'on ne soit pas obligé de surveiller une machine. La machine s'arrête, on peut intervenir pour améliorer les choses. Donc c'est un peu le début de l'autonomation. Et tout cela, c'est avant que Toyota devienne l'entreprise que l'on connaît surtout pour ses voitures. Et quand est-ce qu'on a commencé vraiment à parler du mode de fonctionnement Toyota? C'est dans les années 80, où on commence à s'intéresser à sa montée en puissance. On s'aperçoit que l'entreprise est de plus en plus puissante, qu'elle vend de plus en plus de voitures, et aussi que son mode de production est vraiment des bénéfices au niveau des coûts de production, au niveau de la qualité, et que sa clientèle augmente. La satisfaction des clients est vraiment là présente. Donc, comment est-ce que la culture Toyota nous a été apportée par deux grands spécialistes du Lean qui sont Womack et Jones, qui ont écrit le livre qui s'appelle The Machine That Changed the World en 91. Et c'est vraiment un livre très intéressant car c'est une étude qui a été menée sur 5 ans où ces deux chercheurs du MIT, du Massachusetts, sont allés au Japon pour vraiment étudier le mode de fonctionnement de Toyota, son modèle de production. Et c'est à eux notamment qu'on doit vraiment cette retranscription de leur manière de faire et aussi où on a commencé à comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le système de production Toyota, c'est-à-dire
quelque chose qu'on appelle le TPS, le Toyota Production System, et le Toyota Management Way. Ces deux principes-là, vraiment, marquent la manière de faire de Toyota qui s'est inspirée vraiment du modèle américain. Et ce que l'on va voir dans le slide prochain, c'est que oui, bien sûr, ça commence dans l'industrie. C'est du manufacturing au début. Les Japonais se sont intéressés au mode de fonctionnement ou au mode de production américain, notamment Ford. Donc, ils sont allés aux États-Unis, ils ont été voir comment les Américains travaillaient, mais ils se sont rendus compte que le système américain ne correspondait pas vraiment à la culture japonaise, d'une part parce qu'ils n'avaient pas forcément la même superficie et ne pouvaient pas produire en grande quantité et stocker les choses. Donc, ils se sont dit, il va falloir qu'on commence à réfléchir à comment produire en juste à temps. Produire juste ce qui est commandé, éviter des stocks aux différentes étapes d'un processus et aussi arriver à livrer le client dans un délai intéressant. Donc, oui, ils sont inspirés des Américains, mais ils ont adapté ça à leur mode de fonctionnement. Donc, et tout cela, c'est là où ils ont commencé à réfléchir à du juste à temps, c'est-à-dire on produit juste ce qui est demandé. On va aussi s'intéresser à la notion de Jidoka. Et le Jidoka, c'est le deuxième pilier de la maison Toyota, c'est tout ce qui a trait à la qualité. Dès que j'ai un problème de qualité, je vais m'arrêter et regarder ce qui se passe dans le processus de fabrication pour justement régler les choses une à une. Une fois que l'on a fait ça, on va de mieux en mieux comprendre ce qui se passe dans les processus de fabrication pour Toyota des voitures et on va pouvoir s'améliorer. Mais dans un premier temps, on s'intéresse à la qualité, comment est-ce que je satisfais mon client et ce n'est qu'ensuite que je vais pouvoir améliorer mon processus et aussi chercher de l'innovation tout au long de ce processus. Ce que l'on remarque, c'est que jusque dans les années 2000, cette méthode de production, qui est le lean management, parce que le lean, c'est le mot qu'on lui donne une fois qu'on est passé entre les mains de Womack & Jones, c'est eux qui ont trouvé cette appellation. Le Toyota, lui, parle de TPS, hein, c'est vraiment son système. Le lean, c'est pour en dehors de Toyota, c'est pour nous. Et à partir des années 2000, on commence à s'intéresser à ce mode d'organisation des entreprises et à se rendre compte que ça peut fonctionner ailleurs, ce n'est pas limité au service, à l'industrie. Aujourd'hui, on voit que le lean management est appliqué dans les hôpitaux, est appliqué même dans la production cinématographique à Hollywood. Ça marche aussi dans le monde de la publicité. C'est vraiment extrêmement varié en domaine d'application. On le voit aussi dans le milieu, les impôts, par exemple, l'impôt.gouv s'est beaucoup inspiré du lean pour améliorer son processus et essayer de dématérialiser le tout. Mais dans les services, pourquoi est-ce que ça marche? En fin de compte, la production d'un service passe par un processus. Bien sûr, les services peuvent être très différents, les voitures sont également très différentes, il y a des modèles différents, mais il y a un modèle de production et un processus de production de ces voitures. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une base qui est commune à un métier. Lorsqu'on fabrique un service pour quelqu'un, il y a des processus, il y a des étapes qui sont standards, des étapes qui vont être répétées de nombreuses fois, même si le service final n'est pas complètement identique. Mais c'est ça, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut faciliter la production de quelque chose et essayer de limiter au maximum les gaspillages que l'on rencontre dans ces processus. Pourquoi c'est intéressant de faire cela? D'une part, c'est que lorsque l'on commence à comprendre ce qui se passe dans un processus et à l'améliorer, on va s'intéresser à la satisfaction complète du client. Que veut le client en échange? Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de la qualité, que ça aille relativement vite. Et en appliquant le lean au fur et à mesure des différents processus qui existent dans une entreprise, on va être amené à avoir un impact vraiment sur le chiffre d'affaires parce qu'on va réduire les coûts de production, on va améliorer la qualité, mais on va également améliorer le délai. Donc, on va être capable de produire plus vite un produit ou un service, en plus en améliorant la qualité. Donc, on va être gagnant vraiment à tous les niveaux. Et tout cela est orchestré par un système de management
où on va placer vraiment les personnes qui font le travail au centre du processus et on va leur donner beaucoup de confiance. Et c'est une confiance qui va être supportée par le management. Le management va être là au service des équipes pour s'améliorer. Donc on change un peu les paradigmes, on n'est plus dans un fonctionnement command and control, on va vraiment être dans un mode où on est en support des équipes qui produisent et on va leur donner les moyens de réussir. Et le Lean, ce qui est très important, c'est que c'est une méthode qui n'apporte pas de solution. C'est vraiment une méthode qui est là pour révéler les difficultés ou les obstacles que l'on rencontre dans les processus ou dans l'organisation au sens plus large dans une entreprise. Et en taclant ces problèmes-là au fur et à mesure, on améliore la situation globale. Mais ce sont vraiment les personnes qui sont au centre de l'amélioration. On leur donne la possibilité de tester des choses dans leur périmètre pour améliorer les processus. Parce que très souvent, on sait que les processus sont créés par des managers dans un peu une tour d'ivoire et ensuite parachutés sur le terrain et que la réalité terrain n'est pas vraiment celle qu'on imaginait. Donc c'est très très important pour le management de se rapprocher du terrain et d'aller voir ce qui se passe vraiment pour comprendre les difficultés des personnes et les aider à résoudre leurs problèmes. Ensuite, dans les années 2010, on s'aperçoit que l'informatique peut également bénéficier du Lean et que c'est un moyen extrêmement intéressant pour obtenir une digitalisation de qualité. L'IT, c'est quoi? C'est aussi des processus. Lorsque l'on développe une application, lorsqu'on on code ou on programme, il y a un certain nombre de règles à respecter. Il y a aussi des standards. Et on sait qu'un code de bonne qualité, il suit les principes solides. Il y a plein d'outils qui permettent aussi de mettre en place des alertes pour voir les problèmes de qualité. Donc, on s'aperçoit que le Lean est tout à fait adaptable à l'informatique. Et lorsque l'on travaille avec des développeurs, on voit qu'on peut avoir de très, très, très gros paliers de progression, notamment au niveau de qualité et au niveau des délais. Donc, avoir des projets informatiques qui tiennent les niveaux de qualité attendus et qui respectent les délais, c'est possible, comme dans le service et comme ça l'a été prouvé par Toyota dans l'industrie. Un des points très importants du Lean, c'est le just-in-time. Alors, le just-in-time, c'est produire la bonne pièce au bon moment et dans la quantité souhaitée. Donc là, on va prendre un exemple qui était dans une banque qui réalise de l'octroi de crédit et qui en écoule à peu près 15 000 par an. Donc, qu'est-ce qui est important dans l'octroi de crédit? C'est d'avoir une réponse rapide. Si on n'est pas au rendez-vous en termes de délai, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir ailleurs et on va se retrouver avec une perte de l'avantage concurrentiel. Et également, plus on met du temps à donner une réponse, plus on va avoir une augmentation des risques financiers. Pourquoi? Parce que très souvent, les commerciaux ont besoin de répondre aux clients et vont donner une réponse même avant d'avoir eu le go par rapport au risque financier. Donc, on va s'engager dans une réponse alors qu'on n'est pas complètement couvert pour essayer de garder le client pour pas qu'il aille à la concurrence. Donc, ce que l'on regarde lorsque l'on s'intéresse au just-in-time, on va regarder un ratio qui est le lead time. Le lead time, c'est donc le délai de bout en bout d'un processus, que ce soit un processus pour fabriquer une voiture ou pour, dans ce cas précis, délivrer un accord de crédit. Qu'est-ce qu'on regarde? Dans un premier temps, on va regarder les différentes étapes où les personnes travaillent réellement sur le process. Et on va se rendre compte que ce temps-là qu'on appelle le touch time, où on touche vraiment le processus pour le faire avancer et apporter de la valeur, il est très très faible par rapport au lead time, qui est de bout en bout. Et dans un premier temps, vu que la perte de temps, elle est surtout au niveau de l'attente, on va plutôt s'intéresser à réduire ce temps d'attente et c'est ce que l'on appelle relier les points. Pourquoi est-ce qu'un processus met longtemps? Et en allant le long du processus, on va comprendre et on va voir que très souvent, il y a des validations qui sont attendues. Quelqu'un doit apporter une information complémentaire, mais elle est peut-être en voyage ou elle n'est pas disponible au bon moment. Et lorsque l'on comprend cela, on arrive à réduire les temps d'attente et on voit qu'on peut réduire déjà, avec cette étape-là,
un processus de x2, x3 et parfois bien plus encore. Ce n'est qu'après que l'on va s'intéresser aux différentes étapes où on touche vraiment le travail pour essayer de s'améliorer, de voir où sont les gaspillages dans notre travail, comment est-ce qu'on peut améliorer un processus et aussi essayer d'intégrer un peu d'innovation dans notre manière de travailler. Mais dans un premier temps, on regarde vraiment ce qui coûte le plus cher au processus et également à l'entreprise, et c'est souvent le temps d'attente. Parce que plus on a d'acteurs, je veux dire, dans un processus, plus on a des risques de délai. Et ça augmente pratiquement de 50% à chaque acteur supplémentaire qui intervient dans un processus. Le just-in-time, qu'est-ce que ça permet de gagner lorsqu'on s'y intéresse? Là, on renaît toujours sur le principe de l'octroi de crédit. On voyait qu'avant, on était à peu près sur la durée de processus en jours, de 68 jours. Après 3 mois de projet en mettant en place des principes Lean ou un questionnement Lean du processus, on a déjà réussi à le diviser de plus de x2. Et après 5 mois, on est passé à 15 jours. Donc, on a divisé tout cela par 4. Ce qui était aussi très intéressant, c'est que le résultat sur le coût du risque est très important. On est passé de 14 millions d'euros à même 0 après 5 mois. Pourquoi? Parce que plus on donne une réponse rapide, plus on arrive à lever les doutes sur les risques pour accorder un crédit, plus la banque va être dans une situation stable et une situation sereine pour justement couvrir le besoin ou couvrir le risque. Ce qui est très important aussi, c'est que ça nous a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 30%, parce qu'on a pu aussi obtenir des clients supplémentaires qui ont été satisfaits, et aussi le bouche à oreille fait qu'au bout d'un moment, lorsqu'on sait qu'un institut bancaire est capable de délivrer des crédits rapidement et de donner une réponse à ses clients rapidement, cela intéresse un certain nombre de personnes et on a gagné des clients. Tout cela se met en place vraiment par aller regarder sur le terrain, le long du processus, ce qui se passe vraiment pour comprendre les points de blocage. Et c'est là où j'ai un deuxième exemple qui, lui, est dans le monde de l'assurance. Et là, on s'est intéressé à la qualité intégrée, c'est-à-dire à chaque étape du processus, comment est-ce que je vais m'assurer pour produire un niveau de qualité qui soit satisfaisant pour mon client final. Ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit le client final lorsque l'on s'attaque à du Lean. On travaille pour le client final. Bien sûr, on va chercher à donner de la qualité au sein de l'entreprise, mais c'est toujours le client final qui va faire qu'il revienne et on veut capter sa fidélité. Donc, en quoi ça consiste? C'est une compagnie d'assurance qui cherche à réduire son ratio coût-chiffre d'affaires pour rester compétitive, et on est dans le cadre du paiement des arrêts longue maladie des employés et pour les clients de cette compagnie d'assurance. L'objectif du Lean était d'améliorer de 33% la productivité, c'est-à-dire de traiter les dossiers plus rapidement pour justement que les clients de l'assurance puissent toucher cette indemnité maladie longue durée beaucoup plus rapidement. Donc là, on s'intéresse vraiment dans un processus à pourquoi est-ce que le temps de travail est long et qu'est-ce qui nous empêche de réussir du premier coup. Parce que vraiment dans le Lean, quand on parle de qualité, on veut être juste du premier coup et livrer 100% de qualité à chaque étape du processus. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va regarder au départ combien de temps on met pour délivrer un processus ou un service. Et là, on va s'intéresser au touch time. Donc, on a un certain temps de travail pour produire ce service. Et dans ce temps de travail, on va remarquer qu'il y a un certain temps qui est du travail pour l'organisation. Par exemple, lorsque je reçois une demande de remboursement pour un arrêt maladie longue durée, je vais devoir enregistrer cette demande, entrer dans le système un certain nombre d'informations liées à mon client. Donc tout ça, c'est les choses qui sont obligatoires à faire, mais qui ne représentent pas forcément de la valeur ajoutée pour le client, parce qu'il n'a toujours pas son service. Ensuite, on a dans le temps
que l'on consacre au processus, il y a un temps client. C'est-à-dire, je vais répondre à sa demande, je vais essayer d'être le plus clair possible et lui restituer un service de qualité. Et dans ce travail-là, je vais avoir une grande partie aussi de non-qualité. La non-qualité, c'est quoi? C'est à chaque fois que je suis obligé de retoucher un processus. C'est-à-dire, je n'ai peut-être pas toutes les informations nécessaires dès le début. Je vais devoir renvoyer un courrier pour obtenir les informations. Je vais peut-être que moi-même, dans le cadre de ce processus, je fais des erreurs à une étape à l'étape du processus qui me concerne. Je n'ai peut-être pas été formé, je n'ai pas forcément l'ensemble des informations, je ne sais pas forcément utiliser le nouvel outil qui vient d'être implémenté. Il peut y avoir plein de raisons. Donc, je vais regarder et comprendre ces raisons de non-qualité. Je vais essayer de voir est-ce qu'il y a des tendances qui en ressortent. Là, on parle souvent de Pareto. Je vais faire une tête de Pareto sur les causes de non-qualité pour essayer de les attaquer et de faire en sorte que mon processus gagne en qualité et s'améliore. Ensuite, dans le processus, il y a un certain nombre de gaspillages aussi, où je passe peut-être beaucoup de temps à faire un certain nombre d'étapes. Pourquoi ? Peut-être que le processus n'a jamais été mis à jour, que le standard ne correspond plus, que moi j'ai une manière de faire, mais qu'un collègue à côté fait beaucoup mieux que moi parce qu'il a développé une technique qui est plus intéressante et plus rapide et qui aussi lui permet de faire moins d'erreurs. Il y a plein de choses. Et là, on attaque les standards de travail. C'est-à-dire un standard de travail n'est pas forcément une standardisation à l'échelle de toute l'entreprise non plus. Le standard de travail est à regarder en ligne au niveau d'une équipe. Au niveau de mon équipe, est-ce que j'ai le standard de travail qui me permet de réussir ma tâche bon du premier coup à chaque fois? Donc, ce n'est pas un mode opératoire, on va vraiment s'intéresser aux choses qui posent problème et essayer de les corriger une à une et de faire en sorte que l'équipe au complet ait le même niveau de qualité et sache travailler au rythme demandé par le client. Et une fois que je me suis attaqué à tout cela, oui, ce que je vais livrer au client va lui apporter de la valeur. Parce que si je réduis la non-qualité, je vais lui aussi livrer quelque chose où il n'aura pas à me recontacter derrière. Par conséquent, je vais réduire mes gaspillages dans le processus et on va être gagnant sur toute la longueur. Ce n'est qu'après que je vais réussir à m'améliorer en réduisant peut-être ce qui n'est pas attendu par le client, où je vais pouvoir mettre en place vraiment de l'innovation. Mais ça ne sert à rien de mettre en place de l'innovation si on n'est pas capable de réduire de la non-qualité, parce que je vais rajouter des fonctionnalités ou des choses sur un système ou un processus qui ne marche déjà pas. Donc, on veut protéger le client en s'attaquant à la qualité. Et lorsque je m'attaque à la qualité et que je suis capable de livrer des choses juste du premier coup, j'ai un impact sur le délai. Tout est lié. Et souvent, quand on parle de délai, on est très souvent sur des problèmes de qualité dans le lean. Alors, la qualité intégrée, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé sur l'assurance, là, on remarque en entrée, on avait énormément de fichiers qui étaient incomplets au début, soit parce qu'on n'était pas capable d'exprimer clairement ce dont on avait besoin. Et là aussi, on s'est beaucoup amélioré. On s'est rendu compte que le jargon de l'assurance n'est pas toujours très compréhensible par les clients et que lorsque l'on parle clairement et avec des mots de tous les jours, c'est beaucoup plus facile d'obtenir les pièces que l'on demande. Et on est passé de 37% de fichiers incomplets en entrée à 21% dans un premier temps. Et après, au fur et à mesure et dans le cours du temps, ce chiffre est également baissé, mais je ne les ai pas en tête en ce moment. Mais là, on est vraiment dans le cadre d'un projet sur à peu près 3 mois d'accompagnement. On passe de 37 à 21%, donc il y a déjà une nette amélioration. Également, la qualité en sortie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait les calculs, est-ce que j'ai bien pris tout en compte pour rembourser les clients de cette compagnie d'assurance. On est passé de 21% à 9%. Et ça, c'est vraiment en regardant chaque dossier qui nous revenait, chaque plainte client pratiquement, et on a remarqué qu'il y avait des familles de problèmes qui surgissaient, qu'on était capable aussi de les traiter. Et lorsqu'on les traite comme ça en bloc, on réduit drastiquement les problèmes de non-qualité. Le résultat en termes de productivité se fait bien sûr ressentir. On était passé en l'espace de 1 an de 0,82 en productivité, c'est-à-dire de dossiers traités par personne par jour,
à 1,45. Tout cela, pourquoi? Parce que comme on a amélioré la qualité, on a moins de retouches à faire sur les dossiers et que le flux d'un dossier client qui passe au travers du processus passe beaucoup plus vite. Donc, une personne est capable de traiter plus de dossiers dans sa journée de travail sans avoir des heures supplémentaires. Et comme le flux est beaucoup plus fluide, il y a moins de stress. Donc, on arrive à faire plus de travail en étant moins stressé. Donc, la satisfaction également des employés se retrouve et également la satisfaction des utilisateurs finaux est au rendez-vous car il reçoit une réponse beaucoup plus rapidement de la part de la compagnie d'assurance. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque l'on cherche à digitaliser? C'est ce que je disais tout à l'heure. La digitalisation ne va être possible que lorsqu'on a bien compris comment le processus actuel fonctionne. Est-ce que j'étais capable de réduire mon lead time, de faire en sorte que le dossier ou qu'une demande d'octroi de crédit passe au travers du processus rapidement, sans défaut de qualité, c'est-à-dire que chaque étape va se succéder de façon extrêmement simple et naturelle et que je ne suis pas obligé de revenir en arrière pour récupérer une erreur qui a été faite ou produite à l'étape précédente du processus. Donc, je vais être beaucoup plus rapide dans la livraison de mon service ou du produit que je cherche à livrer à mon client. Lorsque l'on fait ça, on remarque qu'on est passé en lead time. Là, on est toujours dans un modèle de compagnie d'assurance où on passe de lead time de 23 jours à 1 jour. De la qualité, on passe de fichier incomplet au final de 40% à 10%. En touch time, il était inconnu au début, mais ensuite, il n'était que de 2h30 pour un dossier complet pour le client, c'est-à-dire ce qui est assez rapide en fin de compte. Et ensuite, ce n'est que là où on commence à s'intéresser à l'innovation et à comment est-ce que je peux digitaliser mon processus. Si j'ai un processus qui coule et qui passe à travers chaque étape de façon claire et précise, je vais pouvoir essayer de l'automatiser, de faire un script peut-être pour que les différents enchaînements des étapes se fassent sans contrôle humain et également de déporter le service qui était fait en interne et qui nécessitait beaucoup de présence humaine. Je vais pouvoir l'expliquer de façon très claire à mon client pour qu'il puisse être autonome dessus et en cas de problème, il va me solliciter. C'est-à-dire que je ne vais pas être là à sa disposition en permanence en attendant de voir s'il a besoin de mon aide. Je vais être sollicité si lui a un problème. Ce qui va me permettre, moi, d'essayer de consacrer plus de temps à des projets qui ont de la valeur ajoutée pour l'entreprise, mais aussi peut-être à réfléchir à comment je peux innover un certain nombre de processus au sein de mon entreprise pour les améliorer et encore apporter plus de valeur à mon client. Le Lean cherche à dégager de la capacité pour s'intéresser à ce qui apporte de la valeur au client. C'est vraiment ça que l'on fait. Et lorsque l'on s'intéresse à la digitalisation, c'est un exemple que l'on peut rechercher dans les services, mais ou juste améliorer ou innover un processus, ça veut dire que on a un challenge business qui est donné par la direction, parce qu'on a un besoin d'amélioration. On va regarder le système de production, et ce système de production ne pourra être amélioré que si le management apporte son support aux différentes équipes opérationnelles pour travailler dans ce sens-là. Donc, il est clair d'avoir un objectif, de dire qu'on veut s'améliorer parce que l'entreprise en a besoin et que le management soit impliqué en mode support et non en mode commandé et contrôlé. Et là, on rentre dans une digitalisation efficace parce qu'on va s'appuyer sur un processus qui est sain dans un premier temps avant d'essayer de le transformer. Bon, là, vous avez un certain nombre de... c'est nos méthodes, c'est notre différenciant. Et si jamais vous avez des questions supplémentaires à la suite et que je n'aurai pas le temps forcément de répondre maintenant, vous avez mes coordonnées ici et donc vous pouvez me joindre par mail sans problème. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos différentes questions s'il y en a eu et je vais regarder la zone conversée s'il y a eu un certain nombre de questions. Alors.